Donc l'ENAIC va nous parler en fait en introduction de cette journée des relations en fait entre l'amateur et le professionnel, beaucoup d'un point de vue aussi juridique. Et l'ENAIC, elle est en fin de thèse au Centre de recherche bretonne et celtique, donc à l'université de Brest. Et sa recherche est axée sur les enjeux juridiques et sociaux qui entourent les amateurs du spectacle vivant et avec une perspective comparative également, d'un point de vue esthétique d'abord, entre le fest-noz, le rock, le théâtre, mais aussi international, avec une perspective, un terrain mené en France et un terrain mené aux États-Unis. Voilà, donc je laisse la parole à Lénaïque en espérant qu'elle apprenne. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend, Lénaïque, mais on ne vous voit plus. Voilà. Hop, ça doit être réparé. Voilà, c'est bon, on vous voit, donc on vous cède la parole et moi je m'éclipse également. Super. Merci Marion, merci Elise. Joyeux anniversaire à la DEC aussi également. Alors moi, je vous parle aujourd'hui depuis Brest, où je termine effectivement la rédaction d'une thèse que j'ai amorcée il y a maintenant un petit peu plus de 4 ans au Centre de recherche bretonne et celtique, sous la direction de Nelly Blanchard. Thèse, comme le précisait Marion, que j'ai voulu consacrer à la diversité des pratiques en amateur dans le champ du spectacle vivant, qui était donc mon premier axe de recherche. Et puis, dans un deuxième temps, que j'ai voulu consacrer également à l'étude des liens, des relations éventuelles entre pratiques en amateur et pratiques professionnelles. Alors, ce qui m'a inspiré à l'origine ce sujet de recherche, c'était des expériences musicales préalables, on va dire, puisque je joue de la harpe celtique en fest-noz depuis l'adolescence. Et au creux de cette scène musicale-là, j'ai souvent été témoin de débats parfois assez vifs, voire vraiment tendus entre musiciens. Et j'avais été intriguée du haut de mes 15-16 ans de cette forme d'injonction finalement à choisir son camp. Il fallait très tôt, très jeune, s'inscrire plutôt du côté des pratiques en amateur. Et dans ce cas-là, ne pas jouer trop, ne pas jouer trop souvent, ne pas jouer dans certains lieux qui étaient plutôt réservés aux pratiques professionnelles, ou alors s'inscrire vraiment dans un choix avéré, assumé de professionnalisation, ou en tout cas dans un projet de professionnalisation, euh, avec éventuellement un projet d'inscription au régime de l'intermittence du spectacle à terme. Et j'avais été assez bousculée par cette approche, puisque j'y voyais vraiment une forme de conflit assez intense, une forme de dispute, alors même que, à mes yeux d'adolescente, l'ensemble des musiciens côtoyés, rencontrés dans ce cadre-là, sur cette scène musicale-là, défendaient finalement tout à fait la même chose et se mettaient au service d'un même répertoire, d'une même langue, d'un même bagage culturel. Et donc, cette situation-là s'était avérée assez inconfortable pour ma part, puisque je n'avais à l'époque ni la capacité et ni en fait l'envie de choisir un camp à ce moment précis. Et donc, avec cette inscription en doctorat, j'ai voulu étudier ce clivage-là de plus près. Et donc, à travers lui, le clivage des rapports entre pratiques en amateur et pratiques professionnelles dans leur diversité respective. Et donc, je me suis demandé d'où venait ce lien d'opposition que j'avais vécu et rencontré, la diversité des formes qu'il pouvait prendre. Est-ce qu'il s'exprimait ailleurs, à d'autres endroits, sur d'autres scènes artistiques, dans d'autres pays, ailleurs que dans le spectacle vivant? Et du coup, pour ce faire, j'ai mené un travail de comparaison les quatre dernières années qui repose sur 150 entretiens semi-directifs au total, des entretiens menés, comme le précisait Marion, auprès de 3 scènes artistiques différentes et selon 3 modalités de pratiques différentes également. Donc, entre 2017 et 2019, j'ai rencontré effectivement des artistes amateurs, des artistes professionnels, et puis j'ai rencontré aussi des artistes qui sont dans une forme de mouvement entre ces deux grandes catégories de pratiques-là, des amateurs qui se posent la question de la professionnalisation, qui sont en train de passer de l'autre côté, pour reprendre une formule que j'ai régulièrement entendue, et puis des artistes professionnels qui, eux, justement, font le choix d'une sortie
de professionnalisation et qui veulent retrouver une autre forme, un autre cadre de pratique. Et puis, donc, en parallèle de ces trois grandes catégories d'études, donc avec une cinquantaine d'entretiens pour chacune d'elles, j'ai croisé en fait ces catégories avec trois autres esthétiques et disciplines artistiques. Donc avec la scène fest-noz, toujours, que je connaissais du coup, la scène rock et puis la scène théâtrale finistérienne. Là encore, avec une cinquantaine d'entretiens par catégorie. Et ce qui m'a permis, en fait, de construire un guide d'entretien identique à chacun des interrogés et qui abordait pour moitié des modalités très concrètes de pratique artistique, le temps consacré à l'activité de manière hebdomadaire, le nombre de représentations annuelles devant un public, le lieu de la formation, la durée de la formation, le format des répétitions. Et puis pour l'autre moitié, des questions qui avaient plutôt attrait aux représentations sociales de l'amateur et puis du clivage éventuel amateur-professionnel avec la définition du terme amateur, les distinctions éventuelles entre amateur et professionnel que chacun de ces artistes imaginait, le positionnement par rapport à la notion de concurrence déloyale dont on entend régulièrement parler au travers de quelques conflits locaux. Et donc, au final, avec un objectif de travail qui était triple, qui d'abord concernait une approche de la diversité des pratiques en amateur et de la diversité des pratiques professionnelles à l'échelle de ces entretiens, qui nous permettait d'avoir une forme de nébuleuse de pratiques en amateur, de nébuleuse de pratiques professionnelles, qui nous permettait dans le même temps d'isoler effectivement, éventuellement, s'il venait à s'incarner, des modèles intermédiaires, des situations qui coexisteraient entre ces deux grandes modalités de pratique. Et puis, il s'agissait aussi de mesurer le rapport entre pratique en amateur et professionnel, d'appréhender la nature de ce qui pouvait faire qu'un comédien amateur se distinguait fortement d'un comédien professionnel ou qu'un musicien de rock amateur allait se distinguer d'un musicien de rock professionnel, de voir ce qui, a priori, pouvait effectivement les différencier et justifier de ces échanges un peu crispés dont j'avais été témoin. Alors, avec le temps de présentation dont je dispose aujourd'hui, je souhaitais pouvoir faire une toute petite rétrospective de ce travail, puisqu'il touchera maintenant bientôt à sa fin, et donc profiter de cet espace pour présenter quelques premiers résultats. Alors, sur le plan de l'origine du clivage, si tant est qu'il y en ait un, il semblerait qu'il puisse découler de l'influence conjointe à la fois de la sémantique et puis des politiques culturelles nationales. Alors, le terme amateur en lui-même, beaucoup de travaux l'ont déjà étudié dans le détail. Juste pour reprendre quelques petites bribes, c'est un terme qui apparaît en France dès le XVe siècle, qui dérive du latin et qui désigne celui qui aime. Alors, celui qui aime quelqu'un d'abord, et puis avec le temps, celui qui aime quelque chose. Et quand le terme entre en 1694 au dictionnaire de l'Académie française, le mot amateur désigne toujours celui qui aime, mais il désigne aussi celui qui cultive, qui recherche, et ce qui introduit l'idée d'un processus, d'un développement. Donc l'amateur devient petit à petit un connaisseur. Et il est notamment celui que va solliciter l'Académie royale de peinture et de sculpture et qui vient partager ses compétences dans l'enceinte de l'Académie. Et puis, dans la littérature et puis aussi dans l'organisation sociale des époques qui se succèdent à ce premier temps, on va avoir une bascule qui va s'opérer en 1822, notamment sous la plume de Stendhal, qui va faire référence dans De l'amour à, je cite, un proverbe si vrai qui dit amateur, dit ignorant. Et donc, en 60 ans, on est basculé de l'amateur qui est sollicité par l'Académie pour ses compétences à justement celui qui, tout d'un coup, manque de compétences. Ce qui illustre bien le caractère mouvant de la définition et puis la polysémie qui émerge également. Et puis, il y a un autre Donc, au 18e déjà, l'amateur n'a le droit à l'exercice de sa passion, puisqu'il est aussi celui qui aime, mais s'il n'en attend rien en retour. Et ce qui ouvre la voie à une autre acception du terme, qui est celle de l'opposition amateur-professionnelle,
qu'on va retrouver dès 1833 sous la plume de Mérimée lorsqu'il évoque les toreros amateurs qui partagent les dangers et la gloire des toreros de profession. Et puis aujourd'hui, quand on ouvre un dictionnaire, quand on ouvre le Larousse par exemple, on a effectivement 4 entrées à la page amateur. La première qui est toujours cet éloge du goût finalement, avec celui qui a une préférence marquée ou exclusive pour un genre de choses, qui est la première entrée. Une autre entrée, la troisième, où on retrouve de manière vraiment littérale cette opposition, puisque l'amateur est celui qui s'adonne à une activité artistique ou sportive pour son plaisir sans en faire profession, par opposition aux professionnels. Là, l'opposition est très clairement pointée. Et puis, une quatrième exception derrière laquelle on retrouve un petit peu l'esprit de Stendhal, ou en tout cas l'utilisation que Stendhal avait pu faire du terme dans De l'amour, avec une entrée qualifiée de péjorative, avec une personne qui manque de compétences, de qualifications dans ce qu'elle fait, ou qui exerce une activité sans y apporter l'application ou l'activité désirable. Fin de citation. Alors, au-delà de ces exceptions qui coexistent aujourd'hui, s'ajoute également la définition légale de l'artiste amateur, puisque la loi française définit l'amateur depuis le 7 juillet 2016, et via l'article 32 de la loi Liberté de création, architecture et patrimoine. Et donc, il est défini comme suit: est artiste amateur dans le domaine de la création artistique toute personne qui pratique seule ou en groupe une activité artistique à titre non professionnel et qui n'en tire aucune rémunération. Donc, on retrouve bien une forme d'opposition aux professionnels, donc celle qu'évoquait déjà Mérimée finalement, mais aussi l'absence de contrepartie, et en l'occurrence financière, que l'on subodaurait déjà dès 1762. Alors, ce que cette loi dit également, et puisque ces textes d'application sont venus dire également par la suite, c'est que plutôt que d'appréhender l'amateur pour ce qu'il est, son portrait est plutôt dessiné en creux finalement. Il est basé précisément sur ce qu'il n'est pas ou sur ce qu'il ne possède pas aux yeux de la loi française. En l'occurrence, c'est l'absence de professionnalisation qui est un premier critère définitoire, et puis l'absence de rémunération qui est un autre critère définitoire. Et donc, on retrouve bien dans cette loi ce clivage à nouveau amateur-professionnel, au même titre que du point de vue sémantique dans les définitions qu'on a vues un petit peu plus tôt, et qui présente finalement une classification très polaire, très binaire des pratiques artistiques, où l'on serait à nouveau soit l'un, soit l'autre, avec cette idée de camp dans lequel on viendrait plutôt s'inscrire plutôt dans l'un ou plutôt dans l'autre. Alors, il s'avère que cette conception un petit peu polarisée, un petit peu binaire, et ben finalement, elle serait peut-être aussi un petit peu entretenue dans la vie de tous les jours par des micros événements du quotidien, à des micros occasions vraiment tout au long d'une journée finalement classique. Puisque ce distinguo amateur-professionnel, finalement, il est partout, pour peu qu'on y prête un petit peu attention. Il est à la télévision, il est dans la presse locale, régionale, nationale, il est dans les revues spécialisées dans l'astronomie. Si vous êtes plutôt sportif, on le trouve également dans la presse sportive, il est dans les podcasts, il est dans les jeux vidéo, il est absolument partout. À titre d'exemple, l'étude d'une grille de programmes de télévision s'avère assez révélatrice, puisqu'on a à de multiples occasions des praticiens amateurs. Alors, ça peut être dans le champ de la musique, de la danse, la cuisine, la pâtisserie, l'immobilier, que sais-je, qui se présentent devant un jury composé de professionnels reconnus, qui va donc juger les compétences de ces praticiens amateurs. Et ces émissions grouillent de formules du type pour un amateur c'est exceptionnel, ou du type ce serait digne, c'est un travail de professionnel digne d'un professionnel. Dans les journaux télévisés, les journaux d'information, on a aussi régulièrement un petit bandeau en bas de l'écran qui précise que l'on regarde là des images amateurs ou des photos amateurs, et ce qui aboutit bout à bout à une forme d'omniprésence comme ça dans le quotidien d'un distinguo amateur-professionnel. Et pourtant, du point de vue cette fois de la sociologie, très nombreux travaux ont déjà démontré la multiplicité des pratiques en amateur et donc la difficulté à simplement les opposer frontalement aux pratiques professionnelles. On peut citer les travaux du sociologue canadien Robert Tibbins, qui a développé la théorie du loisir sérieux, avec cette idée d'un continuum de pratiques artistiques, avec une gradation comme ça très segmentée des différentes modalités de pratique. On peut citer Patrice Pléchy, qui parle de toute une gamme de positions couvertes par l'amateur entre l'ignorant, le profane et le spécialiste,
On peut citer en Angleterre Charles Leadbeater et Paul Miller qui ont travaillé tous deux autour des pro-am, donc des professionnels amateurs, des gens dont ce n'est pas le métier, mais qui évoluent selon les mêmes codes finalement que les professionnels, dans un entre-deux un petit peu délicat à circonscrire. Et puis, à l'échelle des entretiens dont je vous parlais en introduction, le traitement a révélé, alors effectivement, des nuances, voire des grandes nuances entre pratique en amateur et pratique professionnelle, mais des nuances qui s'expriment à des points assez précis et qui pourraient effectivement permettre de questionner un petit peu la pertinence d'une seule conception binaire amateur-professionnel pour appréhender la diversité des formes de pratique artistique. Alors, à titre d'exemple, la question de la rémunération, qui est assez centrale, en tout cas dans le cadre légal des pratiques en amateur, puisque l'amateur est celui qui ne touche aucune rémunération d'après l'article 32 de la loi LCAP, il s'avère que finalement, la rémunération s'avère assez fréquente chez les artistes amateurs au sein des pratiques en amateur, qu'on parle de théâtre, de festival ou de rock, même si la rémunération peut prendre effectivement des formes variées. On peut parler de paniers de légumes, on peut parler de frais de déplacement un petit peu gonflés, on peut parler de quelques billets dans une enveloppe glissée sous une table, mais en tout cas, on a des déplacements soit d'argent, soit en nature, qui font que si effectivement on enlève cette idée de rémunération totalement pour définir les pratiques en amateur, finalement on va aussi restreindre d'autant le nombre de praticiens amateurs recensés statistiquement en France. La question de la démultiplication de l'activité, on pourrait aussi penser que c'est plutôt l'apanage des professionnels qui vont jouer dans plusieurs troupes ou dans plusieurs groupes de musique, qui vont endosser plusieurs rôles, à la fois metteur en scène d'un côté, comédien d'un autre, auteur d'un autre, qui vont essayer de multiplier les représentations. Finalement, d'un point de vue purement statistique et à l'échelle toujours de ces entretiens-là, on se rend compte que finalement, l'écart entre les amateurs et les professionnels rencontrés aussi de 3 à 5% sur ces questions-là. Donc les praticiens amateurs, eux aussi, témoignent d'une forme de démultiplication de l'activité. En revanche, ce qui s'avère effectivement clivant, c'est la fréquence de la déclaration administrative des représentations scéniques auprès du GUSO, par exemple, la présence d'un contrat de travail. Là, effectivement, on a statistiquement des écarts assez forts entre pratique en amateur et pratique professionnelle, sans que ça ne soit encore à nouveau très binaire. C'est finalement très réparti dans les deux et les trois catégories observées. Et puis, la perception de l'activité artistique par le cercle familial. À titre d'exemple, les parents des artistes acceptent très bien leur activité s'ils sont amateurs et un petit peu plus difficilement s'ils sont professionnels. À l'échelle du couple, c'est l'inverse. Le conjoint accepte plus facilement l'activité si elle est menée dans un cadre professionnel que si elle est menée dans un cadre amateur, toujours à l'échelle des 150 entretiens menés entre 2017 et 2019 en Finistère. Alors, sur le plan de vue des représentations sociales, on apprend aussi dans le traitement de ces entretiens qu'un tiers des artistes amateurs rencontrés ne se reconnaît absolument pas sous le terme amateur et justifie ce rejet un petit peu du terme par la crainte d'un jugement dépréciatif, ce qu'on peut effectivement relier à la fois aux définitions purement sémantiques qui apparaissent notamment dans le Larousse ou dans le Robert, qu'on peut aussi relier à cette omniprésence du clivage où on compare assez fréquemment l'amateur au professionnel. Et donc, du coup, la crainte d'un regard un petit peu négatif porté sur leur travail est un peu mis à distance en rejetant le terme amateur un tout petit peu. Ils sont par ailleurs 34%, ces 150 artistes, à avoir eu des difficultés ou des réticences, en tout cas, à formuler une réponse lorsque la question s'est posée de la définition du terme amateur. Alors, il y avait aussi une forme de mise à distance, probablement, du fait qu'on craignait de justement poser un regard un petit peu dépréciatif sur ces pratiques-là. Et puis, il y avait aussi une forme de flou qui était instauré probablement par la polysémie du terme, mais aussi par le côté polymorphe finalement des pratiques en amateur, puisque 61% des personnes rencontrées évoquent de 2 à 6 critères définitoires. Alors parmi ces critères définitoires de qu'est-ce qu'est un amateur,
La première notion qui est convoquée, c'est la notion de plaisir, la notion de goût, effectivement. Donc, la première notion dérivée du latin, qui revient pour 34% des répondants. La deuxième, c'est le fait d'exercer un métier autre que l'activité artistique en question, ce qui est le deuxième critère à revenir le plus fréquemment. Et l'absence de rémunération arrive, mais seulement en troisième position, dans ce qui définit l'artiste amateur. Et puis, on a d'autres notions qui émergent dans une moindre mesure sur le plan statistique. Parmi elles, la notion de loisir ou de jeu qui va effectivement intervenir. Le caractère libre de l'activité qui serait plus libre chez les amateurs que chez les professionnels. Et puis, le spectre du manque de compétences ou d'assiduité qui ne s'éloigne jamais totalement, puisque 25% des artistes interrogés ont également fait ressortir ce point, qu'il s'agisse d'une moindre compétence ou d'un moindre engagement, à la fois sur le plan artistique, mais voilà, aussi sur le plan de la prise de risque ou éventuellement du sérieux consacré à l'activité. Alors pour conclure, et de manière un petit peu plus globale, ces entretiens ont révélé qu'au cloisonnement amateur-professionnel posé par la loi et éventuellement un peu posé par la sémantique, peuvent s'ajouter finalement d'autres formes de polarisation et qui peuvent être tout aussi vectrices, voire parfois plus encore vectrices de divergence que le seul mode de pratique amateur ou professionnel ou encore autre chose. Et donc, lorsqu'on compare des profils d'artistes issus de disciplines ou d'esthétiques artistiques différentes, il y a des écarts très marqués qui se font jour au sein même des praticiens amateurs. On a une très très forte divergence qui émerge entre les comédiens d'un côté et les musiciens de l'autre. Très concrètement, 80% des comédiens rencontrés dans le cadre de cette étude se sont lancés dans une pratique théâtrale suite à une expérience de praticien. Ça peut être un atelier dans le cadre du collège, du lycée ou même à l'école primaire, alors que les musiciens sont entrés plutôt en musique à 87%, par une expérience d'auditeur ou de récepteur, en assistant à un concert, une forme d'étincelle ou de déclic, ou une chanson qui passe à la radio et qui se dit « moi aussi, je vais faire de la musique ». Donc, on n'entre pas en théâtre et en musique, a priori, de la même manière, toujours à l'échelle de ces entretiens. Et donc, on a un poids des cultures disciplinaires qui va émerger et qui s'avère finalement tout aussi définitoire des pratiques artistiques que le seul regard sur le statut de pratique qui serait amateur ou professionnel. Et puis, le panel a aussi permis de démontrer que d'autres variables encore que les cultures disciplinaires pouvaient effectivement influer aussi, notamment des questions de genre ou la classe d'âge et effectivement le pays d'exercice de l'activité, puisque ces autres notions-là font également émerger des divergences fortes et parfois autrement plus fortes que la simple comparaison pratique en amateur, pratique professionnelle. Donc, pour dernier petit mot, dernière petite phrase, cette thèse donc, qui sera soutenue a priori au mois de mai ou au mois de juin 2021 s'attache donc à peut-être faire vaciller un tout petit peu cette conception selon laquelle l'amateur ne se définirait qu'au regard et qu'au seul regard du professionnel. Voilà. Merci, merci Lénaïque de votre intervention, effectivement, la phrase avec laquelle vous avez fini votre propos et qu'on retrouve dans nombre de réflexions que l'ADEC a pu mener est tout à fait symptomatique ou illustre complètement la perspective avec laquelle certaines structures, certaines associations d'accompagnement des pratiques amateurs défendent la conception même en fait de la pratique en amateur. Est-ce que je vais laisser peut-être la parole à Sophie pour relayer effectivement des questions. Donc, si vous en avez passé par le chat, donc ça, on vous rappelle, c'est l'icône converser au milieu et en bas de votre écran. Sinon, s'il n'y avait pas de questions, parce que c'est vrai que c'est beaucoup moins facile d'intervenir dans ce cadre-là.
S'il n'y en a pas, moi j'en ai une pour vous en fait, puisque vous avez quand même indiqué que la plupart que votre terrain principal a été mené dans le Finistère. Mhm. Donc, moi je voulais savoir s'il y a quand même une spécificité du territoire breton au regard de la pratique en amateur, par rapport à son histoire aussi, par rapport à la configuration sociopolitique hein, de la Bretagne, ou est-ce que les résultats que vous avez obtenus pourraient être élargis à l'ensemble du territoire national? Mm. Alors, il y a effectivement une forme de particularité locale, je pense, de par l'étude de la Seine-Fesneuse, puisque, alors, on va retrouver effectivement aussi des Fesnose sur le territoire national, mais dans des proportions moindres, et qui va peut-être plutôt passer par des bals folk ou un concept encore un tout petit peu différent. Donc, on a effectivement, peut-être à l'échelle du Finistère ou de la Bretagne, en tout cas un poids statistique des pratiques en amateur qui peut être porté par cette scène-là. Il représente quelques 40 000 musiciens à l'échelle de ces simples formations-là, juste sur les bagadous. Je n'ai pas les derniers chiffres sur les cercles celtiques, mais c'est un peu plus que les bagadous, en tout cas sur les derniers chiffres qui étaient les miens. Donc en 2017, c'était à peu près 60 000 inscrits en cercle celtique à l'échelle des différentes fédérations ou confédérations maintenant qui existent. Donc effectivement, peut-être un poids statistique, un poids effectivement peut-être culturel aussi pour reprendre les termes de la question, puisque pour avoir travaillé un tout petit peu avec la Maison du Théâtre de Brest dans le cadre de mon étude, avait été aussi repérer une diversité en fait de l'objet des pratiques théâtrales, ne serait-ce qu'entre le Nord et le Sud Finistère. Le Nord Finistère, a priori, s'affichait se démarquer un petit peu plus par des troupes de théâtre en breton, ce qu'on retrouvait un petit peu moins sur en tout cas le recensement qui avait été fait dans le Finistère. Donc effectivement, je pense que les résultats de cette enquête-là, en tout cas pour ce qui concerne la Seine-Fesneuse, sont aussi représentatifs d'une particularité territoriale. Néanmoins, je pense que pour ce qui concerne la scène rock, précisément, ce qui était aussi du coup l'objet de l'étude, c'est des résultats qui pourraient effectivement s'envisager à une échelle nationale, d'autant plus que pour le coup, en ce qui concerne la scène rock, j'ai déjà expérimenté, entre guillemets, éventuellement la comparaison, puisque j'ai travaillé de concert avec Benjamin Fregnault, donc de la FEDELIMA, la Fédération des lieux de musique actuelle, qui ont mené de leur côté également une étude sur la diversité des pratiques en amateur, alors dans ce qu'eux ont appelé les musiques populaires au sens large, donc pas uniquement le rock, il y a aussi la country, le grunge, le metal, etc. etc. On s'était mis d'accord en fait sur une définition commune des pratiques en amateur pour être sûr de définir la même chose et que nos résultats soient complémentaires effectivement à terme. Et il s'avère qu'effectivement on se rejoint sur des grandes conclusions. Idem pour le travail mené par l'IRMA, donc le Centre Info Ressources sur les musiques actuelles, avec Philippe Berthelot qui a mené une enquête depuis 1 an et demi maintenant. Avec qui je travaille aussi régulièrement. Et effectivement, on se rejoint. Donc, c'est le cumul de moi, ma petite branche pratique en amateur dans le champ du rock, avec ces travaux menés à des échelles plus larges, plus développées, et permettront effectivement de pouvoir peut-être élargir un petit peu les conclusions à une sphère moins ancrée sur le plan territorial. Merci, je crois, pour avoir aussi accès moi, au chat, qu'il y a on peut peut-être prendre une ou deux questions qui viennent du chat. Donc, je laisse Sophie reprendre la parole. Oui, alors merci Marion. Vous m'entendez bien? C'est bon? Oui. Alors, nous avons une question notamment de Laurie qui demande: avez-vous aussi mené des entretiens en fonction de la classe sociale des praticiens et praticiennes? Vous disiez qu'il existait en effet des divergences en fonction du genre. Avez-vous observé des divergences en fonction de la classe sociale?
Alors, le travail sur la variable classe sociale n'est pas encore mené et pas encore abouti de mon côté. Donc, je ne serai pas en mesure de vous répondre à l'instant à cette question. Donc, ça fera l'objet plutôt de mon travail pour le mois de janvier. Donc, je vous répondrai, je pourrais vous recontacter éventuellement à ce moment-là ou vous faire parvenir le manuscrit définitif. En revanche, oui, sur les questions de genre, là, je peux apporter un premier élément de réponse et qui rejoint un petit peu ce que j'ai dit dans le cadre de l'intervention, et notamment sur le plan de la perception par la famille et par les conjoints. On repère que la pratique serait mieux acceptée chez les hommes que chez les femmes, par l'entourage extérieur. Et cette acceptation-là, si jusqu'à avant l'arrivée des enfants, en fait, dans le schéma familial, on est sur des données qui sont à peu près comparables, à peu près similaires. À partir du moment où il y a des enfants, et ben on note que les conjoints sont parfois un petit peu moins enclins à la répétition du jeudi soir ou au week-end de stage théâtral ou musical qui pourrait être mené, etc., etc. On observe en tout cas des lieux de tension à partir du moment où effectivement les enfants arrivent, ou à l'échelle de couples d'artistes, ce qui n'a pas fait l'objet directement de mon étude, mais ce qui a émergé en cours de route. On aperçoit aussi qu'à pratique équivalente et parfois au sein d'un même ensemble, d'un même groupe ou d'une même troupe de théâtre, à partir du moment où les enfants arrivent, on a en général sur des couples hétérosexuels, l'homme va continuer sa pratique et la femme va réduire en fonction des éventuelles gardes d'enfants. Ça, effectivement, oui, c'est quelque chose qui est ressorti, même qui n'était pas au départ l'objet de l'étude, mais qui ressort de manière très claire et qui, du coup, fera l'objet d'un chapitre au sein de la thèse, puisqu'il était réellement impossible d'ignorer ces médias-là. D'accord, merci. Je pense que du coup, on va passer à la suite. Mais du coup, s'il y a d'autres questions, peut-être qu'il y aura moyen de poser les questions par un autre biais. En attendant, je pense qu'on va continuer. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette présentation. Oui, donc ce qu'on vous propose, parce qu'il y a effectivement parfois d'autres questions qui vont arriver dans le chat, c'est si on a un petit temps à la fin qu'on les reprenne et qu'on les repose aux intervenantes encore présents. Mais c'est vrai que ça serait bien qu'on se tienne dans le temps et qu'on ait un petit moment de pause avant l'intervention de 17h12.